Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, nous vous souhaitons une très bonne année 2021. Et qui dit nouvelle année dit renouveau, justement le thème que nous avons choisi ce mois-ci suite à vos nombreuses propositions sur les réseaux. La crise sanitaire et les mesures ont contraint les professionnels ou même les particuliers à adapter leurs activités et ainsi à se renouveler pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce que nous allons voir. Et pour cette première rubrique, nos reporters ont enquêté sur l'avenir des étudiants qui exigent des mesures gouvernementales en réaction aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent depuis le début de la crise sanitaire. Pour se faire entendre, Yasmine, étudiante en sciences politiques, a décidé de créer la page Instagram Étudiants Fantômes. Elle souhaite notamment sensibiliser au sentiment d'exclusion des étudiants dans l'enseignement supérieur. Une de nos équipes a alors pu échanger avec elle sur la situation actuelle et l'avenir possible des étudiants. S'il faut bien retenir un sujet d'actualité sur ce mois de janvier, c'est bel et bien la détresse des étudiants en temps de pandémie. Cela fait presque 1 an que les universités sont fermées, avec pour conséquence un accroissement des difficultés financières et des détresses psychologiques liées, entre autres, au délitement du lien social. Le sentiment d'être les oubliés de la politique ont poussé l'unique population entièrement confinée à écrire une lettre ouverte au président de la République afin de faire entendre leurs revendications. Alors, comment appréhender l'avenir étudiant dans ces conditions à l'aube d'une nouvelle année qui s'annonce au moins aussi complexe que la précédente ? À la suite des nombreux dysfonctionnements, la semaine du 4 janvier, les étudiants ont décidé de se mobiliser au niveau national contre la tenue d'examens en présentiel. Aussi, certains étudiants malades pendant les partiels redoutent une inscription d'office au rattrapage ou ont peur de recevoir leurs notes trop tard pour candidater en master ou dans d'autres formations. Pour trouver des solutions à ces problèmes, les étudiants ont décidé de rentrer en action. Le 20 janvier se déroule une manifestation pour défendre les conditions de vie et d'études à Paris et dans plusieurs autres villes de l'Hexagone. Ils réclament une hausse des bourses et des aides au logement et le retour des cours en présentiel pour tous. Le 26 janvier est lancé un appel à la grève nationale par le SNUIP-FSU demandant un plan d'urgence pour l'école. Dans un communiqué publié le 8 janvier, une intersyndicale ESR a appelé les personnels à rejoindre le mouvement initié dans l'éducation nationale. Elle réclame notamment la réouverture des universités aux étudiants avec les moyens nécessaires. L'UNEF et un cortège d'étudiants se sont joints aux professeurs. Un groupe d'étudiants de Montpellier ont lancé le hashtag Étudiants Fantômes pour alerter sur la situation très problématique qu'ils vivent. Yasmine, étudiante en sciences politiques, instigatrice du hashtag, nous raconte comment elle a eu l'idée de créer sa page Instagram aux 9700 abonnés. On a créé le mouvement du coup avec un petit groupe de ma promotion de L1 de sciences politiques à Montpellier. Et en fait, on a pris connaissance surtout des propos de notre ministre de l'Enseignement supérieur, donc Frédérique Vidal, qui parlait justement du fait que si on n'avait pas de nouvelles mesures, c'était parce que les étudiants allaient ramasser un bonbon sur la table ou échanger à la cafétéria sans le masque, tout ça. Du coup, on était assez énervés et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse au moins un petit truc, au moins pour tenter d'être écoutés et de surtout avoir une répercussion dans notre faculté. De base, c'était vraiment quelque chose de très très local. On m'a donné des idées par-ci par-là et j'ai décidé de créer du coup le hashtag étudiant fantôme. Donc c'est quand même quelque chose de très collectif parce qu'on a eu l'idée ensemble. Du coup, je suis pas la seule créatrice. La création de cette page a mis en lumière les difficultés vécues par les étudiants et a grandement contribué à libérer la parole sur ce sujet. En fait, sur le compte Instagram, on a reçu énormément de témoignages et le but c'était de partager les témoignages et de partager les lettres ouvertes aussi. Il y a des gens qui se sentent illégitimes à donner leurs témoignages et nous on essaie vraiment avec ce mouvement de montrer que dire il y a pire, en fait avec ça on n'avance pas parce que l'étudiant qui est dépressif va penser à l'étudiant qui a des envies suicidaires et il va dire je vais pas parler de ma situation parce qu'il y a pire. Bien que certaines universités rouvrent leurs portes à leurs étudiants de première année, comme l'espérait Frédérique Vidal, ministre de l'Éducation supérieure, le décrochage scolaire touche toujours un étudiant sur 5. Le gouvernement met alors en place des dispositifs d'aide économique et psychologique aux étudiants comme le chèque psy, disponible à partir du 1er février, destiné à payer 3 séances chez le psychologue pour les personnes qui le souhaitent. Ou encore 2 repas du Crous par jour à 1 € pour tous les étudiants.
D'après Yasmine, ces dispositifs montrent bien que les étudiants ne sont pas entendus. Ces derniers attendent plus de la part du gouvernement français qui jusque-là ne semble pas les avoir pris en considération dans les politiques qu'il a souhaité mener. À travers le portrait TS de ce mois-ci, nos téléjournalistes sont revenus sur les inquiétudes et les initiatives des acteurs de la culture. Ils ont pu notamment s'entretenir avec Régine Vial, la directrice de distribution de la société Les Films du Losange. Depuis le début de la pandémie, le secteur culturel a été particulièrement impacté par les mesures gouvernementales. Les institutions culturelles ont été fermées une première fois le 14 mars jusqu'au 11 mai 2020 et le sont à nouveau depuis octobre. À l'aube d'un troisième confinement, leur date de réouverture ne cesse d'être poussée, rendant la situation actuelle plus que jamais incertaine pour les professionnels et acteurs de ce milieu. Leur colère commence à se faire entendre. De nombreuses manifestations ont été organisées partout en France ce mois-ci et des lettres ouvertes au président ont été rédigées. Afin de nous interroger sur l'avenir de la culture et des arts en France, nous nous sommes rendus dans l'une des plus grandes sociétés de distribution françaises, les Films du Losange, pour nous entretenir avec Madame Régine Vial, directrice de distribution depuis 1986. Elle a accompagné de nombreux metteurs en scène comme Eric Romer ou Barbet Schroeder. La leçon que je retire, c'est que la culture est précieuse, que justement il faut continuer à... Attendez, excusez-moi. Allô ? Oui, je peux pas, je peux te rappeler dans 5 minutes, hein ? J'ai déclenché comme ça. Je reprends. C'est la fermeture des salles. Rien ne peut remplacer en fait le grand écran. C'est une émotion collective. Les gens rient ensemble, les gens pleurent ensemble, les gens partagent une œuvre ensemble, un film. Alors certains choisissent d'oublier la salle d'une certaine façon et vont directement sur des plateformes. Et d'autres, comme nous, on essaie d'attendre patiemment la réouverture des salles et remettra nos films à l'actualité. Par exemple, Garçon chiffon de Nicolas Maury, qui a eu cette difficulté incroyable de n'exister que 2 jours. Les salles vont le reprendre tel qu'il était quand il a été arrêté. Je pense que tout le monde en aura un peu marre d'avoir vu des séries ou des films sur son canapé, dans sa maison, devant son écran. Je pense que par le travail des distributeurs, des exploitants, bien entendu, dans leurs salles, ils vont avoir à cœur de remettre les films à l'affiche, d'inviter beaucoup de réalisateurs, d'acteurs, de façon à faire des événements, parce que le public adore parler des films à l'issue des films. Donc, je pense qu'il faudra être très présent dans les salles, travailler beaucoup, plus qu'avant, pour regagner l'appétit du public, la confiance du public, le goût des jeunes pour le grand écran, puisque je m'adresse à vous qui êtes des étudiants. Vous savez, en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de salles de cinéma dans chaque village. Et la salle joue un rôle très important dans la cité, pour les enfants, avec les écoles, avec le public adulte, avec les étudiants, avec le 3e âge. Donc je pense que le public reprendra le chemin des salles. Il y a un vrai manque aujourd'hui, quoi. C'est Nicolas Maury dit une chose très jolie. Il dit « Les salles de cinéma sont comme des petites lucioles qui brillent dans la nuit. Pour le moment, elles ne brillent plus. Vivement qu'elles recommencent à briller. » Un film n'est jamais mieux analysé que lorsqu'il sort en salle. Pour avoir la première page du monde, il faut sortir en salle. En fait, la salle fait l'événement. Ceux qui disent ça ont tort. La recherche de la culture, c'est complètement essentiel à la vie parce que c'est grandir soi-même et c'est grandir avec les autres. La leçon que je peux tirer, c'est que la culture est précieuse, que ce qu'on croit acquis ne l'est jamais vraiment, qu'il faut se battre pour la culture, pour les œuvres, pour une liberté d'expression des auteurs. Peut-être je me rends compte à quel point c'est précieux, cette chance que nous avons eue toutes ces années d'avoir autant de films qui sortent. Vivement que ça reprenne, il vaut mieux le trop que le vide en fait. Et autant d'expressions, autant d'œuvres sont pour moi finalement un grand bonheur.
de là où vous êtes, je pense que c'est d'aller en salle, aller voir les films en salle, continuer à avoir un regard critique sur ce que vous voyez, que les œuvres ne soient pas formatées, qu'elles aient un regard sur le monde. Toutes les façons de fouiller la vie, d'exprimer la vie, de raconter la vie sont merveilleuses et intéressantes et formidables quand elles restent libres et il y a un regard sur comment c'est fait, sur la force du cinéaste et la force des images et la force de la mise en scène, la façon d'aller chercher une vérité, une chose qui n'a jamais été racontée. C'est une capacité à explorer. Gardez un regard, ayez des yeux pour voir. Et on peut téléphoner avec ? Non. Mais il peut imprimer des objets en 3D. Ça peut être bien si on a envie d'objets en 3D. Comme nous pouvons le voir, le numérique est au cœur des débats pendant cette crise sanitaire. Alors que la plupart des commerces connaissent de nombreuses difficultés, le chiffre d'affaires des géants du numérique ne cesse de croître, augmentant ainsi le sentiment d'injustice fiscale. Pour cette dernière rubrique, nos téléreporters se sont intéressés à la taxation et à l'utilisation de nos données personnelles. Ils parleront notamment de la manière dont le numérique devient de plus en plus un moyen de contrôle et de surveillance pour les États. GAFA, reprenons le pouvoir. C'est le titre de l'ouvrage qui a remporté le prix du livre d'économie 2021, écrit par Joël Toledano. Il y a 10 ans, le numérique n'était pratiquement soumis à aucune législation. Zone de non-droit, il incarnait la liberté démocratique utopique, où tout pouvait être dit par tout le monde. Le rêve s'effondre quelques années plus tard, lorsque les GAFA font face au phénomène des fake news. La distinction du vrai et du faux n'étant plus importante, le complotisme envahit les réseaux sociaux et fragilise les paroles d'autorité. Comment les gouvernements peuvent-ils reprendre le pouvoir sur les géants de numérique sans mettre en péril nos libertés individuelles ? L'article 22 de la loi controversée sur la sécurité globale prévoit l'utilisation de drones par les forces de police lors de manifestations afin d'agir si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public. En décembre dernier, le Conseil d'État ordonne aux forces de police de céder l'usage de tels instruments tant qu'un cadre juridique n'est pas établi. Jeudi 14 janvier 2021, la Commission nationale de l'informatique et de liberté réitère cet avertissement. La loi doit certifier l'impossibilité de collecter des données sur les individus filmés. Le chemin qu'a choisi de suivre le gouvernement est donc clair en ce début d'année. C'est celui de l'état de surveillance. Non seulement la loi de sécurité globale apporte davantage de liberté numérique aux forces de police, mais elle restreint celle des citoyens. Elle prévoit l'interdiction de filmer des policiers dans l'intention de nuire à leur intégrité physique ou psychique. Formule on ne peut plus floue, ce qui revient tout simplement à interdire toute image de policiers non floutée. Pourtant, la caméra met en lumière les injustices, et notamment celles des violences policières, comme l'a révélé la vidéo de la caméra de surveillance du passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler en novembre. Essentielle à la préservation de nos démocraties, la liberté numérique est revendiquée par des dizaines de milliers de manifestants depuis mi-novembre en France. Jusqu'où la garantie de la sécurité par l'État peut-elle empiéter sur la nécessité de liberté ? À Nice, le maire Christian Estrosi a fait installer 3200 caméras dans le centre-ville. Pour le moment, elles ne font que filmer, mais bientôt, elles pourront détecter les émotions et être compatibles avec une technologie de reconnaissance faciale très puissante. Chez les habitants, les avis sont partagés, mais bien souvent, le gain sécuritaire ne permet pas de justifier la sensation de surveillance permanente. Le parallèle orwellien est une critique récurrente, ce qui n'empêche pas la municipalité de creuser la dette de la ville en vue d'acheter des dispositifs toujours plus performants. Mais si ce genre de surveillance a fait ses preuves lors de nombreuses enquêtes, elle ne permet pas de prévenir le danger d'une agression ou d'une attaque terroriste. Comment veiller sur la population sans la surveiller ?
La frontière se situe souvent dans des considérations éthiques liées à des opinions politiques. Mais où trouver la limite entre prévention et dérive sécuritaire ? Si le renouveau numérique que connaissent nos sociétés à l'échelle internationale s'inscrit dans la volonté des États d'offrir toujours plus de sécurité à leurs concitoyens, ce renouveau repose sur 2 problèmes fondamentaux. Le premier est que l'argument de sécurité qui prévaut dans les discours favorables aux nouveaux équipements numériques repose en fait sur une volonté de surveillance toujours plus importante. Le second est que cet argument s'adresse non pas à la raison des citoyens, mais à leurs émotions. En effet, nombre de discours faisant l'apologie des caméras à reconnaissance faciale sont prononcés au lendemain d'un événement tragique, dans un climat de peur et de tension. À ces 2 premiers problèmes s'ajoute le fait que cette idée d'état de surveillance qui s'impose peu à peu au nom de la sécurité ne vient pas de nulle part. L'État chinois profite de conférences annuelles pour vanter, et qui sait, exporter, son modèle de restriction numérique et de contrôle des individus auprès des pays européens. La Chine occupe le bas du classement RSF de la liberté de la presse, 176e sur 180. Ainsi, si la sécurité rime avec surveillance, le modèle chinois est représentatif de ce à quoi peut mener un excès de sécurité et de progrès. Le dernier avis du comité de contrôle et de liaison Covid-19 propose de permettre aux utilisateurs de l'application Tous Anti-Covid d'enregistrer leur présence dans certains lieux publics considérés à risque par les autorités grâce à des QR codes. Enregistrer massivement nos données afin d'identifier les individus et de mieux les répertorier, c'est le renouveau numérique de 2021. La récente fermeture du compte Twitter de Donald Trump, dénoncée par Angela Merkel, Edward Snowden, François Ruffin ou encore Alexei Navalny, questionne une fois de plus le rapport des gouvernements avec le pouvoir des géants du numérique. Merci d'avoir regardé cette télémission. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si cette émission vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain pour une émission dont vous pourrez choisir le thème en story Instagram.